Aujourd'hui, c'est un grand jour dans notre famille. Notre fille aînée a eu 50 ans, alors je la félicite. Je sais qu'elle m'écoute, donc je la félicite. Ainsi que ses enfants, sa mère bien sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Et le 28 février 2026, le guide suprême de l'Iran est assis là où il pensait être le plus en sécurité, dans son complexe fortifié à Téhéran. De l'intérieur, cela paraît, presque idyllique. Le vieux dirigeant, entouré de fidèles, avec à ses côtés des ministres, des commandants, des conseillers, c'est-à-dire tous ceux qui, pendant des décennies, ont construit et entretenu le système appelé République islamique d'Iran. Ils discutent de plans, de stratégies, de guerre, d'économie, d'avenir. Tout cela se passe dans un bâtiment qui, symboliquement et littéralement, doit être inviolable. Ils discutent des plans pour l'avenir sans savoir qu'Anouchka a déjà renversé de l'huile. Mais pour être sémantiquement précis, Anouchka, c'est une escadrille d'avions israéliens et elle n'a pas renversé de l'huile, elle a décollé. Quelque part au fond de ce complexe, Khamenei a ce qu'il considère comme son dernier refuge. 2 bunkers souterrains profonds, où il descend pour la nuit et d'où il ne sort à la surface que pour de courtes périodes, soigneusement planifiées. Le béton, le blindage, les ascenseurs, le système de sécurité, tout cela crée l'illusion que rien ne peut atteindre le guide suprême. Pendant des décennies, le régime a convaincu ses citoyens que même si l'ennemi se tenait aux portes, le centre d'où émane le pouvoir, le centre du pouvoir, resterait intact. Mais la réalité de ce jour-là s'est avérée tout autre. À des centaines de kilomètres de Téhéran, dans le ciel du Moyen-Orient, une escadrille de F-15 israéliens a reçu les coordonnées finales du commandement. Les pilotes savent où ils vont. Ils savent quelles cibles sont désignées. Ils savent que l'homme qu'ils doivent éliminer se croit en parfaite sécurité. Ils savent que son système de sécurité a été détruit depuis longtemps. Mais il ne fonctionne déjà plus seulement pour lui. Ce qui est aussi une totale surprise pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons vous raconter comment, en pleine course, les chevaux de l'ayatollah ont été ferrés, ou plutôt referrés. Le guide suprême du pays, qui compte, soit dit en passant, 92 millions d'habitants, n'a plus qu'environ 2 heures à vivre. À partir de ce moment, l'intrigue cesse d'être simplement une histoire militaire. Cela devient le récit d'un régime fondé sur la peur, le contrôle et la certitude de sa propre impunité. C'est retrouver la cible d'une opération subtile et de longue haleine où ses propres caméras et tours sont devenus des guides pour les missiles et les frappes ennemies. Faites attention, ses propres caméras, ses tours, son propre système de surveillance le surveillait désormais lui-même. On l'avait pourtant prévenu, on l'avait averti, ne va pas te frotter aux Juifs, surtout pas. Il n'a pas écouté. Le plus intéressant commence après que le béton se transforme en poussière. Parce qu'une frappe physique contre le complexe déclenche une frappe politique contre les élites. À l'intérieur de Téhéran, une lutte commence pour savoir qui sera déclaré coupable. D'abord, qui sera considéré comme un traître et qui essaiera de se présenter comme le sauveur de la nation au moment où la nation vient tout juste de découvrir à quel point elle est vulnérable. Un panier de crabes. La fumée ne s'est pas encore dissipée au-dessus du complexe, et déjà une guerre commence au sein de l'élite politique iranienne. En apparence, cela ressemble à un flot de déclarations, d'interviews et d'allusions. À l'intérieur, c'est une lutte acharnée entre les clans, où chaque faction cherche à faire porter la responsabilité de la tragédie à ses concurrents. Les tenants de la ligne dure et les services de sécurité, qui se voient d'eau comme la colonne vertébrale du régime, trouvent vite une cible commode. Les responsables politiques civils. L'une des voix les plus fortes dans ce camp, je parle des durs, Amir Hossein Jafari, une figure du camp super, je ne sais même pas comment le dire. Oui, des salauds inflexibles, j'ajouterai à cela. Il publie une déclaration dans laquelle il accuse directement le président Massoud Pezeshkian et le président du Majlis, Mohamed Bagher.
Ghalibafa, en disant que c'est précisément leur décision qui a conduit le pays à cela, à l'état dans lequel la mort de l'ayatollah est devenue possible. C'est beau, n'est-ce pas? Leurs décisions ont amené le pays à l'état dans lequel la mort de l'ayatollah est devenue possible. Selon lui, tout commence par ce qu'il appelle la chirurgie économique. C'est la traduction la plus proche en russe que j'ai trouvée. Donc Padjekian et Galibaf, ils ont essayé de mener des réformes douloureuses. Réduire les subventions, changer les règles du jeu, toucher à des domaines qui étaient en tabou depuis des décennies. Un régime stagnant entame une phase de changement forcé, car il était impossible de continuer ainsi. Hey, merde, ça aurait explosé de l'intérieur. Pour les durs, c'est un moment opportun. Ils peuvent déclarer toute cette activité réformatrice, comme ils l'appellent, criminelle. Et Jafari, il déroule son raisonnement de manière simple et émotionnelle. Le peuple a besoin d'émotion et de simplicité. Première étape. Les réformes et les interventions chirurgicales mènent à la crise de janvier, à une flambée de tensions sociales et économiques. Deuxième étape, la crise affaiblit le pays. Elle la rend vulnérable face aux menaces extérieures. Vous le sentez, n'est-ce pas? C'est déjà difficile. Troisième étape. Un pays affaibli entre en guerre, où l'ennemi a la possibilité de frapper en plein centre. Et la quatrième étape. Tout cela conduit à la mort de notre grand, notre bien-aimé, Korpchev, ou Korbchev, comment l'appelait-on déjà, Khamenei. Peu importe qui a appuyé sur le bouton ou lancé les missiles. L'essentiel était que les politiciens civils ont créé les conditions ayant permis cela. Autrement dit, ils ont agi de concert avec les pires personnes sur Terre. Et qui sont les pires personnes sur Terre? Ce sont les Juifs et les Américains. De plus, Jafari fait allusion à des négociations avec un meurtrier. Et par là, il ne veut pas vraiment dire cela. Il fait simplement référence à des contacts avec des acteurs extérieurs, avec des pays occidentaux, avant tout les États-Unis. Autrement dit, tout contact avec ceux qui sont responsables de la mort de notre leader bien-aimé est une trahison. Vous l'avez déjà compris. Toute tentative de parler de sanctions, d'allègement de la pression ou de quelque accord que ce soit dans sa rhétorique se transforme en contact suspect avec ceux qui au final ont porté le coup. Encore une fois, je cite notre bien-aimé leader suprême. Tout cela s'est présenté comme une accusation morale. Vous n'avez pas seulement mal géré l'économie, vous avez en fait communiqué avec ceux qui préparaient cet assassinat contre nous. Avez-vous peut-être participé à préparer l'assassinat? Peut-être êtes-vous des traîtres? Seriez-vous opposé à la révolution islamique? Eh bien donc naturellement, la conclusion directe après cela. Et peut-être sont-ils contre Allah? De ces questions jusqu'au bûcher, à la guillotine ou à la crucifixion. Juste jusqu'à l'exécution par fusillade de toute la famille. Il n'y a qu'un pas. On peut comprendre d'un point de vue factuel que cela reste en quelque sorte la déclaration d'une seule personne. Même si elle est retentissante. Et non le résultat d'une quelconque enquête officielle. Mais il n'y a même pas besoin d'enquête. Il faut simplement agiter la population. Aucun tribunal n'a rendu de verdict ni présenté de documents. Pourtant tout le monde est déjà nerveux. Mais dans le système politique de l'Iran, habitué à vivre dans un état de conflit factionnel permanent, de telles déclarations fonctionnent comme une arme. Je dirais même comme une allumette. Ou comme de l'essence avant d'y jeter une allumette, je ne sais pas comment mieux le dire. Ils créent une atmosphère dans laquelle les dirigeants civils commencent à être perçus comme des personnes dont les décisions sont dangereuses, dont la volonté de dialoguer avec le monde extérieur est suspecte, et dont les réformes peuvent d'ailleurs être assimilées à une trahison. Il faut rester loin d'eux. Sinon ils peuvent te détruire, toi, ta famille et tes amis, si tu t'approches trop près d'eux. Pour l'aile militaire, bien sûr, c'est un cadeau. Au lieu de répondre à des questions désagréables comme « Pourquoi nos défenses aériennes n'ont-elles pas du tout repéré les Israéliens ou les Américains ?» Ils détournent la discussion vers la question « Qui a sapé la stabilité du système ?» et qui a permis l'affaiblissement du pays. La rhétorique sur la chirurgie économique, les négociations avec l'Ukraine, les tueurs deviennent un écran de fumée commode. Elle permet de dissimuler ses propres échecs derrière de fortes accusations contre ceux qui s'occupent que d'économie et de politique.
Dans le même temps, Pozeshkin et donc Golebav se retrouvent eux-mêmes dans une situation aussi difficile. Se défendre ouvertement signifie entrer en confrontation directe avec les durs et les militaires, ce qui est très dangereux, car ils contrôlent une part importante des forces de sécurité. Je dirais presque toutes. Se taire, c'est accepter le récit de sa propre culpabilité. Ah, tu n'as rien à dire, tu te tais, et ainsi de suite. Au final, ils choisissent une ligne aussi prudente. Est-ce bien ou mal, comme on dit, seul Allah jugera. Certains parlent d'une crise qui dure depuis des années et des sanctions. D'autres soulignent la nécessité de réformes. Mais personne n'ose dire franchement, les gars, vous êtes maudits à cause de la guerre. Et maintenant, vous essayez de tout mettre sur le dos de l'économie, sur nous, mais non, ça ne marchera pas, comme on dit. Vous pouvez toujours courir, ou quelque chose d'autre qui ressemble à ça. La lutte pour interpréter les événements va durer encore, sauf s'ils sont écrasés par quelque chose de très lourd venu d'en haut. Mais pour comprendre pourquoi elle a été possible, il faut revenir à la façon dont le coup a été porté, parce que c'est un conte de fées. Échec et mat en 1 minute. Décapiter un régime, ce n'est pas juste un seul missile bien placé. Il s'agit de combiner la puissance technique avec la compréhension de la faiblesse humaine. Le coup porté à Khamenei est un exemple d'opération géniale où la technologie et les données fonctionnent ensemble. À 6h30 du matin, heure israélienne, une escadrille de F-15 Eagle décolle. Au sol, cela ressemble à une mission de combat ordinaire. Pour les pilotes, ce n'est pas un point culminant. Le point culminant de leur vie et d'un scénario de plusieurs années qui s'est construit a été répété, puis reporté, puis répété à nouveau. Ils savent qu'ils ne partent pas simplement bombarder des infrastructures, ils partent frapper un symbole. Un homme que le régime présentait depuis des décennies comme intouchable. Le F-15, un avion avec une histoire. Il a plus d'un demi-siècle. Pourtant, à chaque décennie, on lui ajoute de nouveaux systèmes, de nouveaux radars, de nouvelles capacités. Il peut presque monter à la verticale en prenant de l'altitude, atteignant une vitesse de, je crois, 2,5 Mach. C'est-à-dire plus de 1900 miles à l'heure vers le haut. Et en même temps, il peut servir de plateforme pour des missiles de haute précision. Pour cette mission, il n'est pas équipé de l'arsenal standard de missiles à courte portée, mais de dizaines de Sparrow. Ce sont des missiles balistiques lancés depuis les airs, conçus pour des frappes de précision, selon les coordonnées. Je me rappelle l'époque où nous tirions au canon. Oh, à l'époque où nous touchions une zone de 200 sur 200, 200 mètres sur 200 mètres, tout le monde était ravi. Eh bien, c'était à 12, 15, 18 kilomètres ? Oui, oh, par 2, génial. Et là, quand le pilote appuie sur le bouton de tir, Sparrow ne vole pas tout droit. Elle monte dans les couches supérieures de l'atmosphère. Là, elle prend la trajectoire nécessaire. Elle s'oriente grâce au GPS militaire et à son propre système de navigation inertielle. Ensuite, elle se retourne. Messieurs, c'est elle qui fait tout cela. Vous la lancez et elle fait tout ça. Et elle redescend. Elle doit tomber. Elle fonce vers le bas à une vitesse hypersonique. Avec une bonne préparation, elle peut atteindre une cible de la taille d'une table. Pas 200 sur 200 comme je tirais en 1975. Et pourtant, c'était impressionnant. 200 sur 200 mètres, sur une cible de la taille d'une table. Et à quelle distance ? 1000 kilomètres. Vous comprenez, ce n'est pas 18, comme quand je tirais à mon époque. 200 sur 200. Et la table, une seule table à 1000 kilomètres. Ce n'est pas seulement son intelligence qui compte, c'est aussi la précision des coordonnées qu'on lui a données. C'est là que la deuxième arme entre en jeu. L'information. Les avions et les missiles, c'est la dernière phase de l'opération. C'est la dernière phase de l'opération. Il faut préparer des données pour eux, indiquer précisément où sera la cible. À quel moment, qui sera à proximité? Dans quel bâtiment se trouveront les personnes clés? Sans cela, le F-15 Sparrow reste simplement un morceau de métal coûteux. Mais Dieu merci, nous avions cette information. La cible qui avait peur de tout. Khamenei a construit sa vie pendant de nombreuses années autour d'une seule idée, survivre. Il comprenait qu'il était la cible numéro 1. Depuis Saddam Hussein et les premiers grands conflits au Moyen-Orient, les dirigeants iraniens savent qu'ils peuvent être attaqués.
Mais au XXIe siècle, cette menace est devenue beaucoup plus concrète. Sous son complexe à Téhéran, Khamenei a fait construire 2 bunkers souterrains. Ce ne sont pas de simples abris, ce sont de véritables mini-complexes. Ils s'enfoncent profondément sous terre, accessibles par des ascenseurs spéciaux. La descente dure plus de 5 minutes, même rapidement. Les portes sont blindées et les murs résistent à un impact. Les systèmes de survie sont autonomes. Selon lui, ce sont des endroits où aucun missile, aucune force spéciale ne pourra l'atteindre. Après la guerre de juin 1925, lorsqu'Israël a attaqué des sites militaires et nucléaires iraniens, tuant plusieurs hauts commandants et éliminant des scientifiques clés, la paranoïa s'est encore accentuée. Khamenei a presque disparu de l'espace public. Il a cessé d'apparaître régulièrement en public. Au mieux, il ne faisait que de rares apparitions, soigneusement contrôlées. Personne n'en savait rien. C'était soi-disant par hasard, mais tout était minutieusement préparé. Il passait la plupart de son temps dans des bunkers. Pour les services de renseignement étrangers, la tâche était bien plus difficile. La cible sortait rarement. Dans ces conditions, il est impossible de coincer le dirigeant ou d'attendre simplement son apparition. Une frappe au hasard ne fonctionne pas ici. Il faut des informations précises sur le moment où il sera à la surface, quand les figures clés seront rassemblées dans le complexe, quand les portes du bunker seront ouvertes. Tout cela nécessite de la compréhension, des horaires, des habitudes, de l'entourage, ce qui signifie s'infiltrer dans la vie du complexe. Les yeux et les oreilles de Téhéran. À cette époque, Téhéran était déjà devenue une ville qui utilisait activement des caméras et des technologies numériques pour contrôler la population. Le système de surveillance du trafic, les caméras au carrefour, la vidéosurveillance dans les quartiers centraux. Tout cela fait partie de l'infrastructure urbaine. Le régime pensait qu'il gardait ainsi ses citoyens sous contrôle. Il voit qui va où, qui se déplace, qui se rassemble, qui proteste, les agents israéliens. Ils ont décidé de jouer à leur propre jeu, mais avec un autre objectif. Si le régime possède un œil qui voit tout, il faut faire en sorte qu'il ne regarde pas seulement les citoyens, mais aussi à l'intérieur du régime lui-même. Et il fallait que l'image de cet œil n'aille pas dans les centres de données iraniens, mais directement aux Israéliens. Les Israéliens ont piraté le système de vidéosurveillance de la ville de Téhéran. Ce n'est pas simplement une caméra à la porte du complexe. Il s'agit d'un accès au réseau de caméras qui couvre les quartiers centraux de Téhéran. Il contrôle le trafic, enregistre le flux de voitures et de personnes. Une attention particulière a été portée à la rue Pasteur, l'endroit où se trouve le complexe. Voici le complexe du guide suprême, celui qui a ensuite été bombardé. À partir de ce moment-là, chaque entrée, chaque voiture qui s'engage dans la rue Pasteur, chaque personne sortant du bâtiment, chaque cortège, chaque camion, cesse d'être de simples éléments de la vie urbaine. Ils deviennent des données. Les caméras que l'Iran avait installées pour surveiller ses citoyens fonctionnent désormais pour Israël. Je ne sais pas si les caméras en tiraient du plaisir ou non, mais elles fonctionnaient sans. Ces données sont collectées et analysées. Les itinéraires des conducteurs, leur destination du matin et du soir, leurs points fixes, les horaires de relève de la sécurité, qui prend les postes, à quelle heure et à quelle fréquence, ainsi que les jours concernés. Un emploi du temps plus serré, les habitudes des conseillers et des fonctionnaires, qui arrivent le premier, qui reste tard, qui ne vient que pour les réunions clés. Tous ces détails forment un tableau. À cela s'ajoutent aussi, semble-t-il, des petites choses. Quand les ordures sont sorties, quand la nourriture arrive d'où elle vient, quand la lumière s'éteint dans certaines parties du complexe. En matière de renseignement, aucun détail n'est insignifiant. Mais un flux visuel ne suffit pas. Le monde ne vit plus seulement par les yeux, mais aussi par les signaux. C'est pourquoi les Israéliens vont plus loin et accèdent à l'infrastructure cellulaire autour des postes. Les antennes locales qui desservent les téléphones situés dans le complexe deviennent une autre source d'information. Grâce aux journaux de déplacement des téléphones, on peut voir qui et quand se trouvait près du complexe, quels téléphones apparaissent en même temps, lesquels disparaissent, qui rencontrent qui, et combien de temps ils restent proches les uns des autres. La fusion des données vidéo avec les données du réseau cellulaire offre une image bien plus approfondie. Désormais, on peut voir non seulement qui est entré par la porte du complexe, mais aussi comment cette personne s'est déplacée dans le quartier avant et après, quel contact elle a eu et dans quel créneau horaire.
En ajoutant à cela l'emploi du temps de Khamenei lui-même, recueilli par d'autres moyens, tu obtiens presque un profil complet du comportement des cibles. Parallèlement, la CIA suit sa propre piste. Les Américains suivent les déplacements de l'ayatollah lui-même, son emploi du temps interne, ses habitudes, les moments où il préfère remonter à la surface quand il reste dans le bunker. Les deux communautés de renseignement, qui coopèrent traditionnellement de manière étroite, échangent des données et des analyses. Au final, on obtient ce qui est important pour l'opérateur du missile. Une liste des créneaux horaires possibles. Quand le leader est à la surface, quand il est entouré du maximum de figures clés, et quand une frappe apportera un effet maximal. Le jour où les araignées sont sorties des fissures. Sur cette base, il apparaît un jour ce que les analystes appellent une anomalie. L'anomalie, c'est justement ce à quoi il faut s'accrocher. En combinant les vidéos, les données vidéo, les informations sur les déplacements des téléphones et les renseignements provenant de sources internes au régime, il devient clair. Une grande réunion est prévue dans le complexe pour le 28 février, et pas quelque part en profondeur, mais bien en haut, à la surface. Cette réunion ne ressemble pas aux rencontres habituelles. La liste des invités impressionne même les analystes chevronnés. Le commandant du CGRI, Mohammad Pakpour. L'homme responsable du corps des gardiens. Le ministre de la Défense, Aziz Nassiradze. Un poste officiellement civil, mais étroitement lié aux militaires. L'amiral Ali Shamkhani. C'est une figure clé dans les questions de sécurité nationale. Commandant des forces aérospatiales du CGRI, Sayed Maji Moussavi. Responsable des missiles et des programmes spatiaux, le vice-ministre du renseignement, Mohamed Jirazi. Représentant des services de renseignement. En plus, la famille, le fils donc, Mashtaba, que beaucoup considérèrent depuis longtemps comme l'héritier, et la fille Boshra. Pour les planificateurs de l'opération, c'est un ensemble presque idéal. Eh bien, je dirais ceci. Presque, idéal. C'était un jour rare et un immense cadeau pour le renseignement israélien. Selon la tradition, beaucoup de jus de tomate a été bu. D'un seul coup, on pouvait frapper le guide suprême, le commandement militaire, les figures politiques et du renseignement clé, et en même temps l'héritier symbolique. La seule question est la suivante. Seront-ils vraiment tous en haut ? Vont-ils vraiment annuler la réunion au dernier moment ? D'après les informations disponibles, la CIA reçoit une confirmation de l'intérieur. La réunion aura lieu plus tard. Aucun report n'est-il prévu, aucun changement. La CIA a des informations similaires au sein du cercle rapproché. Il y a un homme de l'intérieur, un créneau, une date, une heure, une liste des participants, un lieu. Avant cela, ils prévoyaient de lancer des actions militaires, de commencer une frappe contre l'Iran pendant la nuit. Ce format est au courant, moins de trafic civil, opérations facilitées dans l'obscurité et moins de témoins accidentels. Mais au moment où il devient clair que toute la haute direction sera présente en haut pendant la journée, le plan nocturne cesse d'être optimal et la décision est prise de frapper en plein jour. C'est risqué du point de vue de la visibilité, mais c'est parfait en termes d'effet. Voilà, eh bien, Israël a encore un atout dans sa manche. Il ne l'avait jamais utilisé auparavant. Une coupure totale de toute communication sur le territoire du complexe de Miné et dans les zones environnantes. Totale. De toutes. La tâche est simple et incroyablement difficile. Il faut s'assurer que, même si quelqu'un, ailleurs dans le pays, à la frontière, dans les airs ou en mer, devine que les Israéliens lancent une attaque. Il ne pourrait physiquement pas, il ne devrait pas transmettre son intuition à ceux qui se trouvent dans le complexe. Parce que rien ne devrait du tout fonctionner pour ceux qui sont là-bas, dans le complexe. Par quels moyens pourraient-ils recevoir des informations ? Absolument rien. Je veux que vous compreniez à quel niveau tout cela se passait. Imaginez le Kremlin à Moscou, d'accord ? Là, 1 kilomètre de bâtiments entoure la zone. Immeubles résidentiels, bureaux, services de renseignement, etc. Et au moment où les avions israéliens, ont pris la direction, disons, de ce même Kremlin, à partir de ce moment-là, à l'intérieur de ce cercle avec le Kremlin au centre, personne n'aurait pu recevoir aucune information du tout, de nulle part. À peu près la même chose s'est produite en Iran. Un vide numérique.
C'est précisément pour cela qu'une autre couche de l'opération est lancée, une attaque contre l'infrastructure de communication. Dans une ville ordinaire, surtout dans une capitale, les communications sont le système nerveux. Les téléphones, Internet, les réseaux radio, les chaînes locales, tout cela permet à l'information de circuler instantanément. Si un militaire voit quelque chose d'étrange sur le radar, il peut passer un appel. Si quelqu'un dans le complexe entend une rumeur, il peut vérifier. Si un allié extérieur veut prévenir, il peut composer un numéro. Le jour de l'opération, la zone autour de la rue Pasteur, au moment où les avions israéliens reçoivent le feu vert final, est privée de ce réseau de communication. Les réseaux mobiles dans le périmètre immédiat sont mis hors service. Ce n'est pas simplement une mauvaise couverture, c'est un brouillage total des signaux, où le téléphone peut indiquer qu'il y a du réseau, mais les appels ne passent pas, les messages ne partent pas, les données ne sont pas transmises. Le quartier se transforme en ce qu'on appelle un désert numérique. Toute personne qui essaie à ce moment-là d'appeler le complexe Khamenei entend un brouillage. Quiconque essaie de contacter l'extérieur depuis le complexe est confronté au silence radio. Un officier au ministère de la Défense ou au quartier général de la défense aérienne qui voit sur les écrans un élément inquiétant ne peut pas donner l'alerte. Il ne peut en aucune circonstance atteindre le destinataire, ce qui résout deux problèmes immédiatement. Premièrement, cela prive le complexe de l'opportunité de recevoir un avertissement extérieur, de la part de ceux qui n'étaient peut-être pas impliqués dans l'opération mais auraient pu la remarquer. Deuxièmement, cela limite les possibilités de coordination à l'intérieur de la zone ou de cette zone vers l'extérieur. La sécurité, les commandants et le personnel n'ont plus leur outil de communication habituel. Le temps qu'ils décident comment faire, le temps qu'ils comprennent, dans des conditions de frappe soudaine, cela rend leur réaction totalement chaotique. Et ça a marché. Quand le F-15 entre déjà dans l'espace aérien de Téhéran, la ville vit déjà sa propre vie. Personne ne s'en rend compte, tout continue, les voitures roulent, les magasins ouvrent, les gens vont au travail. À ce moment-là, dans le complexe Khomeini, les figures clés sont déjà réunies. Les cortèges sont entrés, la sécurité est en poste, les portes sont fermées. L'ayatollah lui-même est dans un autre bâtiment, mais cela n'a plus d'importance. La charge de combat du F-15 est calculée de manière à raser complètement tout le complexe. Tout le complexe sera rasé. Frappé. À 9h40 du matin, commence la phase active. Les pilotes israéliens lancent le Sparrow. Et des dizaines de missiles partent selon des trajectoires préalablement calculées. Ils montent, manœuvrent et s'approchent de la cible. Et en quelques secondes, ils transforment les bâtiments en béton, considérés comme le cœur du régime, en ruine totale, absolue. Des ruines. Selon l'ancien chef du département antiterroriste du Mossad, tout cela prend environ 60 secondes. Une minute pendant laquelle des décennies d'efforts pour créer une image d'invulnérabilité deviennent absolument inutiles. Au sol, cette minute semble durer plus longtemps. Les gens entendent plusieurs explosions, voient dans des éclairs, ressentent l'onde de choc. Une colonne de fumée noire s'élève au-dessus du centre-ville. Tous comprennent qu'il s'est passé quelque chose d'important. Cela vient juste de se produire. Khamenei lui-même était mort sur le coup. À l'âge de 86 ans, il termine sa vie là où il pensait pouvoir survivre à n'importe quelle frappe. Dans son propre complexe fortifié. Son fils donc Mojtaba, destiné à devenir le nouveau guide suprême, se retrouve parmi les rares survivants. Littéralement, un instant avant l'attaque, il sort dehors. Il semble être grièvement blessé. Il perd son père, sa femme, son fils, mais il survit. Un jour, on enquêtera peut-être en Iran sur les raisons pour lesquelles le fils est sorti du complexe. Eh bien, tout simplement au moment le plus incroyablement opportun. Eh bien, entre vous et moi, il détestait bien sûr son père, d'une haine féroce. Notre Mojtaba, c'est un homosexuel actif, méprisé, sur qui on exerçait des pressions dans sa famille. On lui faisait toujours sentir qu'il valait moins qu'un être humain. J'imagine à quel point il devait haïr son père obstiné, dur, ignoble. Dans les prochaines heures, les images satellites, qui apparaissent à la fois en accès libre et dans des rapports analytiques confidentiels, enregistrent l'ampleur des destructions. Sur le site du complexe, seules des ruines subsistent. Plus rien,
Zéro, rien du tout, des ruines. Au cours des heures suivantes, les États-Unis et Israël continuent de frapper. Ils visent les systèmes de défense aérienne, les radars, l'infrastructure militaire clé. À l'intérieur de l'Iran, un conseil provisoire est créé en urgence, composé de 3 personnes. Donc Majtaba Khamenei, dont on sait qu'il est homosexuel, mais malgré cela, il est nommé nouveau guide suprême. Je pense qu'il n'est pas difficile à diriger, c'est la raison pour laquelle il a été nommé. Parce qu'on peut le manipuler, on peut faire pression sur lui. Mais le régime essaie de montrer au peuple que la période sans chef n'a duré que très peu de temps, seulement quelques heures. Dans la logique militaire, ce qui s'est passé s'appelle une frappe de décapitation. C'est exactement ce scénario que Vladimir Poutine a essayé de mettre en œuvre lors de l'invasion de l'Ukraine, comptant sur une opération éclair et l'élimination de la direction à Kiev. Ce plan a échoué là-bas, mais à Téhéran, il a fonctionné. La chasse aux traîtres. Après une telle opération, tout système de pouvoir commence à réécrire sa propre histoire. En Iran, cette réécriture se fait dans plusieurs directions. Les militaires essaient de présenter les choses comme s'ils avaient fait tout leur possible, mais que l'ennemi était tout simplement trop fort et trop rusé. Les partisans de la ligne dure, comme Jafari, vont encore plus loin. Ils essaient de transformer la tragédie en argument contre les dirigeants civils. Dans leur rhétorique, les réformes économiques, les négociations, les tentatives d'alléger la pression internationale deviennent une preuve de faiblesse. Les responsables économiques sont décrits comme des chirurgiens ayant découpé le pays avec leur scalpel, à tel point que le pays n'a pas pu résister au choc, sinon il aurait tenu bon. À toute tentative de dire « nous avons essayé d'arranger la situation », on oppose « en voulant arranger, vous avez affaibli ». C'est tragique, les dirigeants civils sont dans une position difficile, comme je l'ai déjà dit. D'un côté, ils comprennent que la guerre, les sanctions, la crise qui dure depuis des années ne peuvent pas être résolues par une seule décision. Ils savent qu'un affrontement direct avec les partisans de la ligne dure peut entraîner une défaite dans la guerre de l'information, voire une élimination physique. Eh bien, ces gars-là ne vont pas réfléchir longtemps. C'est pourquoi ils choisissent de plus en plus souvent une tactique de prudence, des généralités, l'accent sur les menaces extérieures et un minimum de polémique personnelle. Bien sûr, c'est ce qu'ils expliquent à Donald Trump et aux Américains. Vous voyez notre situation, nous ne pouvons pas capituler devant vous. Nous le voudrions, mais nous ne pouvons pas. Je dirais même, nous le voulons vraiment, mais nous ne pouvons pas. Toute cette lutte interne se déroule sur fond d'un fait simple. L'attaque contre le complexe a été préparée grâce au piratage des systèmes de surveillance de la ville, au contrôle des communications et à une étude approfondie du comportement du régime lui-même. La cerise sur le gâteau. Dans ce contexte, une histoire parallèle se déroule à Gaza. Ajoute encore une touche au tableau. Le Hamas, une organisation qui a dirigé la bande de Gaza pendant de nombreuses années comme sa propriété personnelle, un peu comme le Hezbollah au Liban, n'est-ce pas? Comme eux, comme leur corps en Iran, ils annoncent qu'ils dissolvent leur gouvernement. Waouh! Et ils transfèrent la gestion à un comité technocratique soutenu par l'ONU. Eh bien, 57 pays musulmans l'ont soutenu, et l'ONU, bon gré mal gré, l'a aussi soutenu, dans le cadre de l'accord américain de cessez-le-feu. C'est-à-dire que c'est Trump, bien sûr, qui a inventé tout ça, naturellement. Le porte-parole officiel du Hamas dit qu'il restera du personnel technique et professionnel. Autrement dit, ils veulent maintenant appeler leurs combattants du personnel technique et professionnel, qui seront chargés de fournir des services. Eh bien, la gestion des hôpitaux, des écoles. Ils veulent gérer les écoles sous lesquelles ils ont installé leurs entrepôts, n'est-ce pas? Et d'où ils tiraient, et aussi les services publics. Donc nous allons tout surveiller, mais nous garderons les armes sous les écoles et les hôpitaux. Et puis quoi? Nous les sortirons, mais seulement pour une très courte période. C'est-à-dire que Hamas essaye de montrer qu'il se retire de la gestion politique, mais pas de la vie réelle des gens. Un comité de technocrates passe au premier plan, qui se trouve au Caire, dirigé par l'ingénieur Ali Shahad, qui travaillait auparavant au sein de l'administration palestinienne. Au-dessus de toute cette structure apparaît une nouvelle entité, Board of Peace, c'est-à-dire, comment l'appeler? Je l'ai déjà appelé en russe, j'ai oublié, non? Ah, l'administration, je ne sais même pas comment le dire. Le Conseil de la paix,
qui a été créé sous la direction du président des États-Unis, Donald Trump. La tâche de ce Conseil de la paix est de superviser la reconstruction de Gaza et de veiller à ce que le cessez-le-feu se transforme en quelque chose de plus durable. Les acteurs internationaux soulignent que le comité technocratique a fonctionné. Il doit y avoir un pouvoir unique et un appareil de sécurité unifié. On ne peut pas laisser le Hamas, non. C'est une structure militaire avec des gars armés de bâtons et mitrailleuses. Ils doivent être sous contrôle du pouvoir, sinon rien ne fonctionnera. Ce sera encore le Hezbollah et l'armée libanaise, n'est-ce pas? Le corps et l'armée iranienne. Tout sera pareil. En termes simples, cela signifie le contrôle des armes, des groupes armés, de la capacité à mener des actions armées. Cela doit être entre les mains de ceux qui dirigent justement cette région. Eh bien, et comme nous le proposons, cela doit être sous le contrôle du Conseil de la paix, qui est sous le contrôle de Trump. Le Hamas essaie de présenter tout cela comme une étape positive. Ils affirment être responsables, penser au peuple et vouloir se retirer pour la reconstruction, mais ne comptent pas partir. Ils s'écartent à peine, un pas en avant, deux en arrière, n'est-ce pas? Un pas en avant, deux en arrière. Israël réagit avec un profond scepticisme. Naturellement, ils appellent à cela du spinning, de la manipulation. Un bel emballage, sans contenu réel. Selon eux, si tous les membres du Hamas restent en place et que seul le nom change, il est, pour le moins, prématuré de parler d'un véritable transfert de pouvoir. En fait, c'est tout simplement impossible. Néanmoins, le simple fait que le Hamas parle publiquement de la dissolution du gouvernement et du transfert de la gestion sous supervision internationale est important. Cela montre à quel point leur mouvement, le Hamas, subit une pression considérable. Dans un monde où l'on peut éliminer un dirigeant dans un complexe sécurisé et où des instances internationales sont prêtes à dicter les conditions de la reconstruction de toute une région. Même les acteurs les plus durs sont obligés de prendre des mesures qui, hier encore, leur semblaient impossibles. On n'en a pas envie, mais c'est nécessaire, sinon on le paiera cher. Si tu te prends un coup, tu ne sauras même pas d'où il est parti. Pour nous, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mesdames et messieurs. Alors qu'à Téhéran, les élites s'accusent mutuellement de trahison et de crimes économiques, à Gaza, le Hamas est obligé, au moins en parole, de céder une partie du pouvoir et du contrôle. L'Iran cherche des ennemis de l'intérieur. Le Hamas essaie de convaincre le monde qu'il n'est plus le principal acteur à Gaza. Dans ce contexte, il est clair que l'équilibre des forces au Moyen-Orient est en train de changer. Alors, est-ce que nous imaginions tout cela il y a 2 ans, mesdames et messieurs? Rien de tel. C'est-à-dire, ce n'est pas encore parfait, ce n'est pas encore bien, mais c'est déjà nettement mieux qu'avant. Qui sera accusé demain? Une opération militaire au cours de laquelle Israël et les États-Unis ont utilisé non seulement des avions et des missiles, mais aussi leur capacité à pénétrer les systèmes de surveillance urbains, à pirater l'infrastructure de communication et à transformer le quartier le plus sécurisé de la capitale en une zone désertée. Précisément au moment où c'était nécessaire, c'est une opération géniale. Deuxièmement, la lutte interne en Iran, où les partisans de la ligne dure et les militaires accusent les dirigeants civils que leurs décisions économiques et politiques ont mené à la tragédie, tandis que les civils essaient de survivre. Dans une atmosphère où le mot traître peut à tout moment être prononcé à leur encontre. Et troisièmement, c'est l'histoire du Hamas qui, sous la pression de la guerre, des accords internationaux, de nouvelles structures et du président Trump, est contraint de renoncer formellement à une partie de son pouvoir à Gaza. Espérer qu'ils s'en sortiront d'une manière ou d'une autre, mais il doit renoncer. Et accepter une certaine forme de gestion technocratique sous supervision internationale. Qui a vraiment trahi qui? Qui est réellement responsable de la défaillance sécuritaire? Qui livre quoi et qui sera accusé demain? Ces questions resteront ouvertes encore longtemps. Mais cela nous préoccupe en dernier lieu. Une chose est déjà claire dans un monde où l'on peut pirater les yeux d'une ville entière, couper la communication en plein cœur de celle-ci. Les anciens régimes autoritaires, habitués à compter sur le béton et la peur, se révèlent bien plus vulnérables qu'ils ne voudraient le croire. Ils vivent comme au XIXe siècle, même s'ils ont tous ces mêmes téléphones portables, tous ces appareils, ordinateurs et tout le reste. Ils ne comprennent rien.
du Nouveau Monde. Terminons notre histoire sur l'Iran, le Hamas, la survie et tout ça par une seule question. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Parce que je comprends que c'est de la spéculation. Je comprends que c'est, comme on dit, lire dans le marc de café. Comme, pour ainsi dire, jouer à Nostradamus ou, je ne sais pas, à Cassandre, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant, en 2 ou 3 phrases, qu'est-ce qui va se passer? Et je me demande, avez-vous une vision optimiste des choses ou plutôt pessimiste? Ou bien c'est juste aller savoir, n'est-ce pas? Mais si c'est vraiment aller savoir, alors pourquoi écrire un commentaire? D'accord, c'est tout. Alors, selon vous, est-ce que le Hamas pourra vraiment se désarmer sous la pression ou est-ce simplement une pause tactique avant la prochaine escalade? Écrivez votre pronostic dans les commentaires, d'accord? Votre avis m'intéresse. Je répondrai aux pronostics les plus intéressants dans mes prochaines vidéos. Eh bien, c'est tout. Mesdames et messieurs, on va se quitter si vous voulez approfondir la compréhension de la façon dont ces processus fonctionnent et pourquoi certaines solutions fonctionnent et d'autres non. J'ai une autre chaîne d'Orojna Kartak Svobodé, que vous connaissez sûrement. J'y détaille la mécanique des événements selon la science de la liberté. La science, peu importe comment elle s'appelle. C'est de la science, ce ne sont pas des suppositions. Ce n'est pas « je pense comme ça et un autre pense autrement ». Je suis venu, je pense, c'est de la science. Les parallèles et les droites, c'est la science. Un angle droit, pour ainsi dire, 2 points, la distance, la ligne droite la plus courte, c'est la science. De la même manière, ce que je raconte, c'est de la science, ce ne sont pas des suppositions. Donc je vous recommande vivement de télécharger mon livre. Je ne me souviens plus lequel est disponible en ce moment. Nous faisons une rotation. Une fois que vous l'aurez téléchargé, j'espère que vous le lirez, car je trouve cela intéressant. Sinon je ne l'aurais ni écrit, ni recommandé. Donc, après avoir fait cela, vous recevrez chaque matin 10 minutes. Nous en avons 192 ou 193 en ce moment, je ne me souviens plus. J'en ajouterai encore quelques-uns et nous terminerons cela. Il y en aura près de 200 ou peut-être qu'on en fera exactement 200 pour le plaisir. Je pense que si vous le faites le matin avec un café, moi je ne fume plus le matin depuis longtemps, malheureusement. Mais donc si une cigarette, un café et 10 minutes pour écouter, ce serait parfait. Bon, ça fait combien de temps que je ne fume plus? Depuis mes 40 ans, exactement. Oui, bon, d'accord, c'est tout. On va s'arrêter là. Au revoir et à la prochaine.